L'agent du Secret Service ordonne que le président soit conduit au bunker. Le commandant en chef des États-Unis est tiré de son bureau et traîné hors des portes du bureau ovale. Un éclair lumineux est visible depuis les fenêtres de la Maison Blanche. Le président est escorté en bas d'un escalier vers un bunker renforcé sous le bâtiment. La porte blindée est close tandis qu'un nuage en forme de champignon surplombe Washington, district de Columbia. Mais qu'en est-il du reste du gouvernement? Les États-Unis ont élaboré plusieurs itérations d'un plan d'urgence pour assurer la survie de leur gouvernement face à une éventuelle apocalypse. Les États-Unis peuvent-ils protéger leur chaîne de commandement et maintenir un gouvernement opérationnel pendant l'apocalypse? Alors que nous découvrons plus de détails sur le plan de survie du gouvernement, il pourrait devenir évident qu'il présente un défaut majeur. De nombreux analystes militaires ont déclaré que le monde est actuellement plus proche d'une guerre nucléaire qu'à n'importe quel autre moment depuis la guerre froide. Cela est directement lié à la guerre de Poutine en Ukraine et à l'incapacité de l'armée russe à assurer une victoire rapide. Plus il semble que l'Ukraine sera victorieuse et que les forces russes seront écrasées, plus Vladimir Poutine commence à déverser un discours nucléaire. La Russie dispose environ de 5977 têtes nucléaires, le plus grand nombre de tous les pays du monde, suivi par les États-Unis avec 5428. Cela signifie que les deux pays ont plus que suffisamment d'armes nucléaires pour provoquer l'apocalypse et effacer efficacement des gouvernements entiers, s'ils le jugent nécessaire. C'est la combinaison d'un leader instable de la Russie avec une puissance militaire inégalée. Un énorme arsenal nucléaire à sa disposition qui inquiète beaucoup concernant le sort de notre planète. Il est également important de noter que le Royaume-Uni possède 225 armes nucléaires, la France en a 290, la Chine en a 410, l'Inde a 164 armes nucléaires, le Pakistan en a 190, la Corée du Nord en a environ 30 et Israël pourrait en avoir jusqu'à 90. Ainsi, le potentiel de plusieurs gouvernements lançant des armes nucléaires et déclenchant l'apocalypse est plus élevé que jamais. En ce qui concerne le plan d'apocalypse du gouvernement des États-Unis, peu importe qui lance des armes nucléaires, si des extraterrestres envahissent depuis l'espace, ou si un autre scénario de fin du monde se produit, le plan pour maintenir le gouvernement serait essentiellement le même. Avant de pouvoir comprendre comment le gouvernement américain prévoit de se protéger de sa destruction, nous devons remonter dans le temps pour découvrir pourquoi et comment le plan a été créé en premier lieu. Cela nous permettra de mieux comprendre son fonctionnement actuel, car une grande partie du plan reste classifiée pour des raisons évidentes. Avant de passer à l'essentiel, considérons les modifications effectuées. Sous la présidence de Jimmy Carter, des changements ont été faits dans les procédures de préparation du gouvernement en CA d'une éventuelle guerre nucléaire. Ces modifications ont posé les bases d'un plan visant à garantir la sécurité de tous les futurs présidents et hauts fonctionnaires, tout en maintenant le gouvernement américain opérationnel en CA de fin du monde. Pendant la majeure partie de l'histoire, les gouvernements ne se préoccupaient pas de la préparation à l'apocalypse. 4. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive pouvant détruire des villes entières. Ce n'est qu'avec le développement de la première bombe nucléaire aux États-Unis, à la suite du projet Manhattan, que cet aspect sombre de la guerre est devenu une réalité. Une fois que les États-Unis, l'Union soviétique et plusieurs autres nations ont créé des armes nucléaires, la destruction de capitales entières et des gouvernements qui s'y trouvent est devenue un problème. La guerre froide a conduit Jimmy Carter et ses conseillers à réfléchir longuement à ce qui se passerait si l'Union soviétique déclenchait un échange nucléaire et comment le gouvernement continuerait à fonctionner après une attaque catastrophique sur les États-Unis ont été le premier pays à avoir une arme nucléaire. L'homme qui finirait par conduire le gouvernement américain vers l'avenir en créant les prémices d'un plan de survie pour le jour du jugement dernier était Ray Derby. Pendant la guerre froide, Derby a gravi les échelons du gouvernement. Il est finalement devenu l'expert de référence en matière de préparation aux urgences et de réponse aux catastrophes aux États-Unis. Plus tôt dans sa carrière, Derby était responsable de la mise en œuvre de simulations d'évacuation non combattantes dans les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en plus de former les hommes responsables de la supervision de ces exercices en son absence. Une fois de retour aux États-Unis, Derby a dirigé plusieurs groupes de travail gouvernementaux sur la défense civile contre les accidents et les attaques nucléaires, biologiques et chimiques. Lorsque Jimmy Carter a pris ses fonctions en 1977, Ray Derby était en charge du bureau des opérations de la Virginie occidentale dans l'Agence fédérale de préparation de l'administration des services généraux. C'est quelques années plus tard que le plan d'urgence fédéral D, moins à exiger que le département de la défense des États-Unis développe et mette en œuvre ses propres contingences de feu. Cela comprenait la construction d'installations souterraines et de bunkers dans lesquels chaque département pourrait continuer à gérer ses opérations. L'Agence de protection fédérale a confié à Ray Derby la mission d'évaluer les plans et les installations de chaque département pour s'assurer qu'ils étaient adéquats pour les opérations d'urgence. Ce que Derby a découvert, c'est que très peu avaient pris la tâche au sérieux.
Et si le gouvernement des États-Unis devait survivre à un scénario de fin du monde à l'avenir, il y avait très peu d'espoir que la plupart des branches du gouvernement survivent. Derby a découvert que la plupart des agences effectuèrent rarement des exercices pour le plan des moins. Et plusieurs n'avaient même jamais pris la peine de transmettre les procédures d'urgence à leurs employés. Les documents essentiels n'étaient pas sauvegardés de façon à résister à une attaque majeure sur le pays. La dernière fois que bon nombre de ces agences gouvernementales ont même pensé à survivre à une guerre nucléaire, c'était pendant la crise des missiles de Cuba, qui avait eu lieu plus de 15 ans auparavant, en 1962. Pour l'essentiel, le gouvernement américain considérait son énorme arsenal d'armes nucléaires comme sa principale forme de dissuasion stratégique et accordait très peu d'attention à la défense civile en cas du pire scénario. Cela signifiait que le gouvernement avait dépensé des milliards et des milliards de dollars des contribuables pour moderniser sa dissuasion nucléaire, mais avait fait très peu pour protéger la population et le gouvernement d'une attaque en CA de déclenchement d'une guerre nucléaire. Ce que Derby a découvert, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement un manque de financement pour le plan des moins, il n'était tout simplement pas mis en œuvre de la bonne manière. Le public américain voulait un programme de défense civile pour les aider à traverser la tempête du jugement dernier, mais il supposait que le gouvernement avait tout prévu, alors qu'en réalité, la protection offerte était principalement un énorme stock d'armes nucléaires, sans véritable réflexion sur la manière d'aider la population dans son ensemble. Dans les années 70, la menace nucléaire s'était atténuée, et ni le peuple américain ni ses agences gouvernementales ne savaient ce qui se passait. Tout le monde supposait que quelqu'un d'autre s'occupait des plans de préparation pour le jour du jugement dernier, mais en réalité, rien n'était fait. Une fois au pouvoir, Jimmy Carter a découvert que les États-Unis dépensaient moins de 100 millions de dollars par an pour la défense civile. Cela contrastait fortement avec les 30 milliards de dollars que les États-Unis dépensaient chaque année pour moderniser leur arsenal nucléaire. Un changement devait être fait, et donc, en septembre 1978, Carter a déclaré que la défense civile du pays faisait désormais partie du programme de dissuasion stratégique de la nation, car il croyait qu'une population et un gouvernement vulnérable à une attaque nucléaire. Derby et l'Agence fédérale de protection ont mené une grande enquête révélant que de nombreux abris anti-atomiques étaient inadéquats et nécessitaient désespérément des réparations. D'autres devraient être complètement remplacés. Il n'y avait absolument aucun plan fédéral sur la façon d'évacuer un grand nombre de personnes en CA d'attaque. Même l'armée n'avait pas réussi à le faire. Les États-Unis n'avaient pas prévu de mesures pour protéger ses militaires contre une menace nucléaire massive. La conclusion était que si un événement de fin du monde survenait, le gouvernement des États-Unis et ses citoyens ne survivraient probablement pas. Cela a mené à une nouvelle stratégie, qui était le fondement du plan de survie du jour du jugement dernier, en vigueur par le gouvernement. Au début de la poussée pour un meilleur plan de contingence, Carter et son administration avaient des objectifs ambitieux. Pendant une guerre nucléaire, le gouvernement essaierait de sauver au moins 80% de la population. Ceci devrait être fait avec un budget de fonctionnement annuel de moins de 250 millions de dollars par an. Réparti parmi la population américaine de l'époque, qui était de 223 millions de personnes, cela ne semblait pas être beaucoup. Soutenu par le président et son nouveau plan, l'Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, a été créée le 19 juin 1979. Jean Massey est devenu le premier directeur de l'Agence fédérale de gestion des urgences. Il avait précédemment occupé plusieurs postes gouvernementaux, tels que le directeur de l'organisation et du personnel, de la Commission de l'énergie atomique à Los Alamos et président de la Commission de la fonction publique des États-Unis. Le président Carter a donné à l'Agence fédérale de gestion des urgences le pouvoir de charger le Conseil de sécurité nationale et le Pentagone d'aider à superviser la préparation civile du pays. Pour Ray Derby, c'était un rêve devenu réalité. L'Agence fédérale de gestion des urgences reprendrait les aspects sous-financés du plan de protection fédérale et augmenterait les chances de survie de la population et du gouvernement en cas d'événements apocalyptiques. Derby a été chargé de diriger une structure spéciale de l'Agence fédérale de gestion des urgences à Mount Weather, Virginie. Ce site serait un établissement anti-atomique, abritant plusieurs organisations gouvernementales lors d'un événement apocalyptique. Ray Derby devait superviser la construction et l'expansion ultérieure de ce qui deviendrait le centre d'opération d'urgence de Mount Weather. Cette installation devrait contenir un grand stock de ressources et d'articles de survie, tout en ayant l'infrastructure et le personnel adéquat pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner en cas de guerre nucléaire. À mesure que les plans de l'Agence fédérale de gestion des urgences progressaient, une chose est devenue claire. En cas d'attaque nucléaire ou de tout autre scénario d'apocalypse, l'armée devrait être profondément impliquée dans la sécurité intérieure. Cela signifiait que si les États-Unis étaient attaqués,
La loi martiale devrait presque certainement être mise en place pour permettre à l'armée de gérer la distribution des ressources et de protéger les parties restantes de la société. Il a depuis été révélé que le plan de survie de fin du monde du gouvernement admet également qu'en cas d'une attaque nucléaire imminente, la loi martiale sera probablement initiée avant que l'événement réel ne se produise. Cela serait fait afin que de grandes quantités de personnes puissent être déplacées loin des cibles stratégiques militaires et gouvernementales pour réduire les pertes humaines. Bien qu'il n'y ait pas de plan clair sur la manière dont cela serait fait. Pour des raisons évidentes, le gouvernement et l'armée n'aiment pas diffuser cet aspect du plan du jour du jugement dernier, car les citoyens américains risquent de réagir négativement à l'idée que l'armée se voit confier un pouvoir et un contrôle absolu sur leur vie. Le plan du jour du jugement dernier, non militaire, a conduit à la construction de plus de sites d'évacuation gouvernementaux. L'état-major interarmé a été chargé de veiller à ce que 60 différents responsables soient affectés à des sites de relocalisation dans l'éventualité d'une attaque. L'emplacement principal où ces importants agents gouvernementaux se rendraient était le centre d'opération d'urgence de Mount Weather, qui était l'installation supervisée par Ray Derby. Des sites alternatifs existaient à Hagerstown, Maryland, Martinsburg, Virginie occidentale, à la base marine près de Quantico et Front Royal, Virginie. Le bureau fédéral d'investigation serait logé à Quantico et le département d'État serait déplacé à Front Royal. Puis, il y avait Raven Rock. Ce site deviendrait finalement un édifice de 3 étages dans le flanc de la montagne Roche du Corbeau, près de Blue Ridge Summit, en Pennsylvanie. Une petite ville se situe à l'intérieur de la montagne. Il y a un département de pompiers, un poste de police, des installations médicales de pointe et plusieurs salles à manger. Raven Rock a la capacité de fonctionner 24 heures sur 24 et est l'un des lieux clés où les responsables gouvernementaux peuvent se réfugier en CA de scénarios d'apocalypse. Dans les années 1990, avec la fin de la guerre froide et la baisse de la menace nucléaire, l'installation a commencé à devenir obsolète. Cependant, après les attaques du 11 septembre, un intérêt renouvelé a été porté à Raven Rock et il a été rénové depuis lors. De nombreuses évolutions ont eu lieu depuis l'administration Carter, surtout d'ordre technologique. Le plan gouvernemental initial pour le jour du jugement dernier envisageait de transférer la majorité des hauts fonctionnaires au Mount Weather. Cependant, en hélicoptère. L'armée et l'armée de l'air n'avaient pas suffisamment d'avions pour transporter tout le monde là-bas. Donc de nombreux employés du gouvernement devraient trouver leurs propres moyens d'arriver au bunker. Il y avait aussi le fait qu'il n'était pas exactement clair si le système de communication au Mount Weather serait capable de résister à une attaque nucléaire. Cela n'était évidemment pas idéal, mais le plan d'urgence fédéral D- était encore à ses débuts. Il y avait aussi le problème de déterminer comment une contre-attaque serait lancée en cas d'attaque nucléaire. Seuls le président et le vice-président avaient des sacoches d'urgence, plus communément appelées valises nucléaires. C'était une véritable préoccupation pour l'armée de savoir que si le président et le vice-président étaient indisposés, personne d'autre dans le gouvernement n'avait les codes pour lancer l'arsenal nucléaire des États-Unis. Afin de maintenir une sorte de ligne de succession et par conséquent de savoir qui était en charge, des noms de code ont été attribués à chaque individu sur la liste. Par exemple, à l'époque, le président de la Chambre des représentants, Thomas O'Neill Jr. lui suffirait de prononcer les mots « jour du drapeau » au centre de commandement du Pentagone à l'officier d'action d'urgence pour qu'il prenne le contrôle du pays et de ses armes nucléaires. Le président pro-tempore du Sénat utiliserait la phrase code « 4 doigts ». Et le secrétaire d'État pourrait confirmer leur identité et prendre le contrôle du gouvernement en disant « disparaître ». On présume que de meilleures technologies et des plans de contingence permettraient d'authentifier la ligne de succession de manière beaucoup plus sécurisée, si le jour du jugement dernier devait arriver aujourd'hui. Mais cette information est top secrète. Juste comme une note annexe, la ligne de succession a été définie dans la Constitution des États-Unis. Dans la loi sur la succession présidentielle, l'ordre de la ligne de succession a été créé en fonction de l'ordre dans lequel les positions ont été créées. La ligne de succession actuelle, composée de 18 personnes, elle comprend le vice-président, le président de la Chambre, le président pro-tempore du Sénat, le secrétaire d'État, le secrétaire du Trésor, le secrétaire à la Défense, le procureur général, le secrétaire à l'Intérieur, le secrétaire à l'Agriculture, le secrétaire au Commerce, le secrétaire au Travail, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, le secrétaire au logement et au développement urbain, le secrétaire au transport, le secrétaire à l'énergie, le secrétaire à l'éducation, pendant le discours sur l'état de l'Union et le secrétaire à la sécurité. Le seul moment de l'année où tous les membres de la ligne de succession sont invités à assister, un membre de la ligne est choisi pour attendre l'événement dans un bunker non divulgué pendant que tout le monde est rassemblé, au cas où il serait détruit avec tout le monde à l'intérieur. L'Agence fédérale de gestion des urgences avait beaucoup à prendre en compte lors de l'élaboration des premiers plans de fin du monde. Elle a finalement opté pour un plan flexible et décentralisé avec une pléthore d'abris antiatomiques gouvernementaux à travers le pays.
augmentant ainsi les chances de survie du gouvernement dans un scénario de fin du monde à l'avenir. L'idée était que la plupart des organisations gouvernementales importantes seraient divisées et attribuées à des cadres interagences de 50 personnes. Il y aurait 5 de ces groupes, et chaque individu au sein d'eux aurait un emplacement prévu pour aller qui serait sûr et connecté au président, pour assurer que le gouvernement pourrait continuer à fonctionner. Ces équipes de soutien de 50 personnes étaient surnommées « Hauts de l'arbre » et se disperseraient aléatoirement vers les plusieurs milliers de sites protégés différents à travers le pays. Cela garantirait que lorsque le président prendrait une décision, toutes les agences gouvernementales seraient opérationnelles et capables de mettre en œuvre ce que le président déclarerait. Du moins en théorie. Ce plan a tout de même rencontré des problèmes d'authentification des ordres en raison d'un manque de technologie avancée. Mais sous l'administration de George W. Bush, le gouvernement pouvait suivre les successeurs présidentiels par satellite et système de téléphonie cellulaire. Cela a simplifié l'identification du responsable. Les équipes de 50 personnes ont été mises en place pour fonctionner comme le pouvoir exécutif du pays pendant au moins 6 mois en CA de Aujourd'hui, fin du monde. Le budget pour les équipes de soutien aux successeurs est bien plus élevé qu'avant. Le Pentagone a régulièrement testé des centres de commandement mobiles fortifiés. L'armée de l'air a intégré la bande passante électromagnétique dans les satellites, dédiés à assurer la continuité du gouvernement. Et d'importantes sommes d'argent ont été investies dans des installations d'abri antinucléaires comme le mont Weather, où le président serait probablement déplacé en CA de fin du monde. Fait intéressant, le plan de survie du gouvernement des États-Unis ne se concentre pas seulement sur la sauvegarde des personnes, mais accorde également une importance immense à la sauvegarde de certains documents et œuvres d'art en cas d'attaque catastrophique. Par exemple, les archives nationales ont été chargées de sécuriser les documents de Liberté Group un avant tout, qui comprend la Déclaration d'indépendance, la Constitution des États-Unis et la Déclaration des droits. Et même si de nombreuses personnes importantes du gouvernement n'ont pas de moyens de transport pour se rendre à leurs bunkers, CS Documents dispose d'un hélicoptère spécial pour les emmener au mont Weather, afin de préserver l'héritage des États-Unis. Si le temps était essentiel, et que seuls certains des documents importants pouvaient être sauvés, il y en a certains qui ont la Déclaration d'indépendance serait préservée avant la Constitution. Dans la bibliothèque du Congrès, le discours de Gettysburg serait sécurisé avant la commission militaire de George Washington. Et pendant la guerre froide, il y avait même une équipe dédiée de gardes forestiers du Parc national, dont le travail était de sécuriser et d'évacuer la cloche de la liberté de la ville de Philadelphie, si on pensait qu'elle était menacée. Il est intéressant de noter qu'à ce stade, il y a des équipes et des moyens de transport consacrés à sauver plusieurs de ces objets inanimés. Cependant, le plan de survie du jour du jugement dernier du gouvernement a peu de mesures d'urgence pour protéger la vie des citoyens américains. C'est une considération à prendre en compte, alors que nous continuons à discuter des aspects plus contemporains des plans du gouvernement, pour survivre au jour du jugement dernier. Après un événement catastrophique susceptible de mettre fin à la civilisation, le gouvernement savait qu'il devrait mettre en place des programmes pour organiser les survivants et relancer le pays une fois de plus. Ainsi, certaines agences étaient chargées de tâches très différentes après que le gouvernement se soit replié et opère depuis la sécurité de ses abris. Par exemple, la Poste serait responsable de l'identification et de l'enregistrement de ceux qui sont morts et de ceux qui ont survécu à l'attaque. La Poste serait chargée d'identifier et d'enregistrer qui était décédé et qui avait survécu au fait que les travailleurs postaux et l'organisation dans son ensemble savaient où les gens vivaient et étaient les plus susceptibles de pouvoir identifier toute personne de leur communauté qui avait survécu. Cela signifiait qu'ils seraient responsables d'aller de camp de réfugiés en camp de réfugiés avec des piles de formulaire 801. Le formulaire 801 permettait d'enregistrer les informations sur les personnes décédées et survivantes. Le formulaire 801 permettait d'enregistrer les noms, les proches survivants et autres informations personnelles. Les formulaires étaient ensuite renvoyés par la poste, puis triés pour tenir un registre de qui était encore en vie et qui avait péri. On pensait également que la poste pourrait utiliser les formulaires pour réunir les familles qui auraient pu être séparées et envoyées dans différents camps. Des millions et des millions d'exemplaires du formulaire 801 avaient été imprimés et étaient conservés dans les bureaux de poste à travers le pays. Le service des parcs était chargé de gérer les camps de réfugiés. Ce travail a été confié au service des parcs, car on pensait que les parcs nationaux et les forêts nationales étaient moins susceptibles d'être ciblés en CAS de guerre nucléaire. Par conséquent, qui mieux que les gardes forestiers qui passent tous les jours dans les parcs eux-mêmes pour gérer les camps? Le département de l'agriculture a été chargé de s'associer à Nabisco pour créer un biscuit qui pourrait survivre à l'apocalypse et nourrir la population. 160 millions de tonnes de galettes de survie Nabisco ont été produites, conditionnées en boîtes de conserve et entreposées. Ils ont été entreposés dans des abris gouvernementaux anti-atomiques nationaux. Et aussi troublant que cela puisse paraître, on a dit au service des impôts internes que même après l'apocalypse,
il continuerait à percevoir des impôts. On pensait que même après une guerre nucléaire, le gouvernement aurait besoin de fonds pour se reconstruire et mener sa propre guerre contre l'agresseur. Ainsi, le service des impôts internes a été chargé de collecter des fonds pour assurer le maintien du fonctionnement du gouvernement. La Réserve fédérale a construit un bunker entier à Moon Pony, en Virginie, où 2 milliards de dollars en espèces étaient conservés comme fonds d'urgence. Il était estimé que cela serait suffisant pour maintenir l'économie en marche pendant environ 18 mois. Au bout de 18 mois, les États-Unis seraient probablement en mesure de recommencer à imprimer de la monnaie. Fait intéressant, une grande partie du capital détenu dans ce fonds d'urgence est en billets de 2 dollars. Dans les années 1970, lorsque la dénomination a été introduite, le gouvernement a vite compris que les gens ne voulaient pas l'utiliser. Au lieu de détruire l'argent pour le retirer de la circulation, la trésorerie américaine a enveloppé les billets de 2 dollars disponibles sous film rétractable et les a placés dans le bunker protégé comme moyen de financer l'économie après une guerre nucléaire. Des éléments du plan de survie original du jour du jugement dernier sont encore en place aujourd'hui. Mais il y a également eu des modifications avec la croissance du pays et l'évolution technologique. Il existe maintenant 4 complexes principaux auxquels certains membres du gouvernement sont affectés. Il s'agit du centre d'opération d'urgence présidentielle, du complexe montagneux de Raven Rock, du centre d'opération d'urgence du mont Weather et du complexe montagneux de Cheyenne, au Colorado, d'où opérerait le commandement de la défense aérospatiale. Il y a ensuite la condition de préparation à la continuité du gouvernement ou COCON, qui est le système de notation utilisé pour identifier le niveau de menace auquel le gouvernement est confronté et ce qu'il devrait faire. C'est similaire au niveau de la condition de préparation de la défense. Sauf qu'il représente la préparation du gouvernement plutôt que la préparation militaire lors d'une attaque nucléaire. 4, le pays est en paix et les opérations régulières se poursuivent normalement. Chaque employé gouvernemental doit être en mesure d'atteindre un site alternatif dans les 12 heures. À Cojcon 3, le gouvernement est en état d'alerte accrue. Certains responsables de haut niveau doivent notifier leur emplacement à un bureau de surveillance au CA où les choses s'aggraveraient. Tous les employés gouvernementaux doivent être en mesure de rejoindre un site alternatif en un maximum de 8 heures. Chaque année, lorsque le président donne son discours sur l'état de l'Union, le gouvernement est en Cojcon 3, car de nombreux responsables clés se trouvent dans le même bâtiment. Un aspect du Cojcon 3 est qu'une personne dans la ligne de succession doit être déplacée vers un lieu sûr pour être le survivant désigné. Au COGCON 2, tout le personnel gouvernemental essentiel doit pouvoir atteindre une installation de relocalisation dans les 4 heures. C'est également à ce niveau que le jour du jugement dernier pourrait survenir à tout moment. Au Cojcon 1, tout le personnel doit immédiatement se relocaliser vers leur site secondaire désigné. Les plans de contingence à ce stade prévoient que les agences se divisent en 3 groupes différents, équipe A, équipe B et équipe C. L'équipe A se relocalise dans des bunkers relativement proches de l'établissement où ils travaillent. Certains se trouvent sur les bâtiments eux-mêmes. L'équipe B se relocalise à Mont Weather ou dans l'un des autres grands abris antiatomiques de la région. L'équipe C se relocalise plus loin, à un endroit non divulgué, au CIA où les équipes A et B ne seraient pas en mesure d'assumer leurs fonctions ou si la communication était perdue. Le président est dans une position unique car il a plusieurs options si le jour du jugement dernier se produit. Il pourrait être sécurisé dans un bunker de la Maison Blanche à tout moment. Il y a ensuite le centre d'opération d'urgence de Mont Weather, où si le président avait le temps d'être transporté sur Mariner 1, il pourrait commander tout le pays depuis l'intérieur de la montagne. Cependant, de nombreux présidents et certains responsables gouvernementaux ont ouvertement déclaré qu'ils préféreraient rester dans leur bureau et couler avec le navire. À ce moment-là, le président pourrait continuer à donner des ordres jusqu'à ce qu'une explosion nucléaire consume la Maison Blanche. Cependant, un endroit encore plus sûr que les nombreux bunkers à travers le pays pourrait être dans le ciel. L'armée d'Air 1 est définitivement une option pour le président afin de survivre à l'apocalypse. Mais il y a un autre avion qui serait encore plus susceptible d'abriter le président en CA de scénario d'apocalypse. Puisque tout avion dans lequel se trouve le président devient automatiquement Air Force One, techniquement la même chose serait vraie avec le Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post. Cependant, ce n'est pas un avion typique. Le E-4 peut être utilisé comme un poste de commandement mobile pour l'autorité de commandement nationale qui est le président, le secrétaire à la défense, et tout autre officiel à bord. Cet avion était nommé Centre national des opérations aériennes. Avoir le président et ses proches conseillers à bord de l'avion est bénéfique à plusieurs égards. Pour une chose, tout le pays peut être dirigé depuis 35 000 pieds au-dessus du sol. L'avion peut être ravitaillé en volume, ce qui signifie que l'avion n'a pas besoin d'atterrir que si la nourriture et l'eau à bord soient épuisées. Et comme une énorme quantité d'approvisionnement est constamment stockée à bord de l'avion, le 4 peut rester en l'air pendant des semaines à la fois. Ce serait un endroit beaucoup plus sûr que n'importe où sur le sol si des bombes nucléaires tombent du ciel.
Le plan d'apocalypse du gouvernement a été modifié et élargi au fil des années. Et vu la situation actuelle, il y a de bonnes chances que le gouvernement survive à l'apocalypse. Cependant, il convient de noter qu'il n'y a pas de véritable plan pour aider le grand public à survivre à une attaque de tête nucléaire ou à tout autre événement apocalyptique. Il n'est pas tout à fait clair qui le gouvernement supervisera. Alors que les fonctionnaires du gouvernement seront dans des bunkers ou à bord de forteresses volantes, le chaos éclatera à travers les États-Unis. L'armée pourrait être amenée à maintenir l'ordre et à offrir de l'aide. Mais si des bombes nucléaires commencent à tomber du ciel, cela fera peu de différence. Ainsi, bien que le gouvernement américain ait un plan d'apocalypse, son efficacité une fois que la poussière serait retombée reste incertaine. Voyons, pourquoi la Chine ne peut pas envahir Taïwan? Ou découvrez États ont été conçus pour être sacrifiés en CA de 3e